Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous pour ce nouveau webinaire. On se rapproche de l'été, c'est bientôt les vacances. Mais avant ça, on va vous parler avec Julien. Bonjour Julien. De notre métier, du métier des agences, de la façon dont ça fonctionne, de leurs facteurs clés de succès. Avant d'attaquer le sujet, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je m'appelle Julien Doromo, je suis le fondateur de Pilotine qui est une agence digitale qui est à Lyon d'une vingtaine de personnes. Alors je sais pas si ça a coupé de votre côté ou si c'est de mon côté que ça coince, mais j'entends plus du tout Julien moi. Alors est-ce que c'est moi qui bug ou pas? Je peux peut-être pas avoir trop de signal. Bah, moi non plus d'ailleurs. Ma connexion bugouille ces derniers temps. Vous avez bien entendu Julien? Plus de son, non. Ah, Je vais le refaire, là, le signal a l'air d'être reparti. Ou alors c'est bien. Webinar Jam qui a du mal. Donc du coup, je disais, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Julien, j'ai 30 ans, je suis le fondateur de Pilotine qui est une agence digitale à Lyon. On fait des sites WordPress principalement voilà, une vingtaine de personnes et ça existe depuis 8 ans. Ouais, ben, je vais en profiter pour ceux qui peut-être me connaissent pas complètement ou connaissent pas complètement 1 minute 30 parce que c'est important vu qu'on va parler de ça. 1 minute 30 est à peine plus vieux, on a 9 ans. On s'est créé en 2012 et on était pionnier autour de l'inbound marketing. Après, en termes d'organisation, et on va sûrement en parler, on a fait un choix différent de Julien, à savoir qu'aujourd'hui, je pense qu'on fait un chiffre d'affaires assez similaire, faudra qu'on en parle, mais aujourd'hui, on n'a plus que 5 collaborateurs. On était monté jusqu'à une vingtaine de personnes en 2018, mais on a réduit la voilure pour avoir concentré, mais on va en parler un peu plus, l'ensemble de nos collaborateurs salariés sur les missions de chef de projet, et on s'appuie pour les consultants et pour les talents sur des freelances indépendants. Donc ça, ce sera un sujet à aborder, mais juste comme ça pour vous montrer les différences. En termes de chiffre d'affaires, t'es à combien aujourd'hui ou de marge brute? Non, je pense que t'es à plus. Nous, on avait fait en 2020, on a fait 900 000 et en 2021, ça sera du 1,2 million. Mais je pourrais montrer les chiffres si ça peut être D'accord. intéressant. Alors pour donner, alors nous, par contre, on va pas dans le même sens que toi. En 2020, on est à 1,6 million. Et cette année, on sera sûrement autour d'1,2 million, mais en tout cas, nous, on connaît un vrai ralentissement cette année. Je pense que c'est lié à la taille des comptes qu'on vise et qui ont été plus ralentis que les tiens, a priori. Ouais, ouais, effectivement. On attaque, on a déjà en partie attaqué. Sur les différents facteurs clés de succès, tu veux commencer par quoi? On peut commencer par moi je vois différents sujets. Il y a bien sûr comment on se fait connaître, et donc la capacité à attirer des clients, se faire connaître et être choisi. Donc toute la vente, hein, qui est un enjeu majeur dans le métier d'agence vu qu'on est sur un marché extrêmement concurrentiel, et où moi je considère que le coût de la vente est extrêmement important. Il y a toute la question de la production et comment on produit de la qualité, comment on crée de la fidélisation et comment aussi on s'organise. C'est un élément qui est important. Et puis après, il y a des aspects financiers aussi sur la gestion et ça demande une gestion au cordeau. Est-ce que tu vois d'autres sujets importants sur lesquels on puisse se pencher? Non, ça me va très bien. Donc le but, voilà, c'est de vous faire nos retours d'expérience avec Gabriel sur les métiers du service. Donc si parmi les participants vous êtes dans le service et que vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à les poser. Mais Gabriel, ton plan me va très bien. Je Et suis chaud. petite promo d'un livre sorti chez 1 minute 30 Publishing aussi, c'est celui de Grégoire Gambato que vous connaissez. C'est le patron de Germinal et il a fait un livre qui s'appelle Cicatrice avec 25 histoires courtes pour apprendre à entreprendre.
Et c'est sur son parcours d'entrepreneur avant qu'il fasse son pivot vers la formation en ligne. Et donc dans son métier d'agence avec Germinal, et je sais pas si tu l'as lu, mais je te le recommande, il est très sympa à lire. Il parle aussi des sujets dont on va parler, à savoir la gestion de sa boîte, le recrutement aussi, ça c'est un sujet sur lequel on peut parler. Enfin, il évoque des sujets de difficultés qu'il a rencontrées, d'erreurs à ne pas reproduire. Ouais, ça c'est toujours des bons sujets. Tu vas attaquer sur l'acquisition du coup? Je vais attaquer sur l'acquisition. Je vais fermer une fenêtre qui fait du bruit chez moi et je te rejoins. Ok. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, comme ça on pourra répondre à des questions bien concrètes. Alors niveau acquisition chez Pilotine, les premières années, nous, on a tout misé sur les événements. On a été membre du MEDEF, de la CPME, on allait à l'Accordé, un espace de coworking à Lyon. On était vraiment très très au taquet et très centré sur les réseaux d'entrepreneurs. Aujourd'hui, suite au Covid, en fait, le Covid m'a mis une bonne claque et m'a surboosté moi personnellement. Du coup, je me suis mis à faire beaucoup d'acquisitions en ligne, parce qu'avant, avec Google Ads, par exemple, on faisait pas grand-chose. Maintenant, on a une vraie stratégie d'acquisition avec Google Ads. On attire à peu près entre 50 et 70% de nos nouveaux prospects maintenant sur LinkedIn. Et c'est vrai que pour nous, le fait de s'être mis à LinkedIn et d'avoir mis en place toute une stratégie de marketing automation avec un outil ActiveCampaign que Gabriel connaît bien, on a pu vraiment améliorer notre acquisition. Et le fait qu'on soit de plus en plus vieux, j'ai envie de dire, et de plus en plus connu, a énormément aidé dans cette acquisition. Et donc aujourd'hui, on a réduit drastiquement la voilure des salons, des événements, des réseaux d'entrepreneurs pour se concentrer à fond sur les canaux d'acquisition. Et maintenant, notre notoriété aide beaucoup. Si vous tapez Pilotine sur Google, on voit qu'il y a 159 avis, on a une note de 4,9 sur 5. Et ça, c'est des réassurances qui fonctionnent bien. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'acquisition est essentiellement digitale, essentiellement alimentée via le marketing automation et notre création de contenu. Mais au début, on prenait notre couteau et notre truc et on allait vraiment plutôt dans les salons, tout ça. Mais je suis content que cette période, elle soit un peu révolue. Et toi, Gabriel, ton site, il doit ramener pas mal, non? Oui, effectivement, comme je le disais aux personnes qui nous suivent, j'étais pionnier sur l'inbound marketing en France. En étant pionnier, j'avais pas une grande expérience du sujet, donc mon terrain de jeu et mon bac à sable, ça a été le site d'une minute 30. Et j'ai appris mon métier, et j'ai appris ce que je souhaitais vendre à mes clients en pratiquant. Et donc depuis 2012, on fait un article de blog par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc par trimestre. Donc on est allé très tôt sur ce terrain du contenu, du digital, cette idée qui m'a tout de suite séduit de l'inbound marketing, qui consiste à dire que il s'agit de devenir son propre média et de convertir son audience en client. Moi-même, je venais des médias, j'étais directeur délégué du pôle télé de Lagardère. C'est un univers dans lequel j'avais baigné pendant une quinzaine d'années, donc je comprenais ce que c'était qu'un média. Et j'ai souhaité faire mon propre média, un média sur le marketing. Au début, c'était sur l'inbound marketing, puis j'ai étendu les sujets sur le marketing en général. Aujourd'hui, on a 300 000 visiteurs sur notre site par mois, à travers nos articles, mais aussi des acquisitions de sites, de dictionnaires, de logos, etc., qui permettent de massifier et de faire du volume. On a 80 000 abonnés à notre newsletter. 1500 téléchargements de nos livres blancs tous les mois, avec donc de nouveaux contacts qui rentrent en base, du marketing automation qu'on a mis en place depuis la création de l'agence en 2012. Et cette mécanique-là nous a permis de nous faire connaître. On fait de la vidéo depuis 3 ans sur LinkedIn, même si j'ai un peu réduit sur LinkedIn, un webinaire par semaine en ce moment. Enfin voilà, on produit vraiment beaucoup de contenu. Ça nous a permis de nous faire connaître, d'attirer nos clients, d'attirer des belles références. On bosse ou on a bossé pour Oracle, pour Apple, pour SAP. Là, c'est dans la tech, pour Engie, pour le SCP, pour Eutelsat. Enfin, on a des très belles références. Et c'est vrai qu'on évolue, on pourra en parler d'ailleurs, vers des plus grands comptes. Et c'est une mutation qu'on a réussi à faire il y a quelques années pour être plutôt sur des budgets qui commencent à 50 000 euros que des budgets qui restent en dessous de 50. Et c'est un peu ça qui a été freiné pour nous pendant la Covid. Et puis juste pour
continuer à parler médias, il y a un de nos mouvements stratégiques dont je suis assez fier, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai monté une maison d'édition, 1 minute 30 Publishing. Je vous ai parlé du livre de Grégoire qui est publié chez nous, avec cette vision de se dire, dans l'acquisition, aujourd'hui, on a une dépendance très forte à Google avec nos 300 000 visiteurs par mois. Dépendance qui a une certaine sécurité parce que le référencement naturel, ça change pas tous les jours, même s'il y a des changements d'algorithme, il y a quand même une autorité qui se maintient, donc c'est pas une fragilité comme on pourrait l'avoir sur des réseaux sociaux. Moi, je trouve que les réseaux sociaux sont beaucoup plus fragiles en termes d'actifs que Google. Mais pour sortir de cette dépendance, on est allé vers ce territoire de l'édition, alors qui touche beaucoup moins de monde, mais qui permet d'adresser un positionnement beaucoup plus quali, de moins de snacking, plus de réflexion. Et je suis assez fier de ce qu'on fait comme mouvement sur notre maison d'édition, à la fois avec des bouquins comme celui de Grégoire dont je viens de parler, comme celui qui vient de sortir aussi de Philippe Guillonnec et Patrice Lobignat sur le marketing zéro, donc le marketing responsable, qui est un cri pour faire en sorte que les marketeurs fassent moins de spam, soient beaucoup plus responsables, qualitatifs. Ça rejoint un autre bouquin que je vous recommande, qu'on n'a pas publié malheureusement, mais c'est celui de Seth Godin, This is Marketing. Et puis un travail aussi pour nous, et ça c'est un des vrais mouvements majeurs de notre stratégie d'acquisition de cette année, c'est d'aller vers des méthodes qui soient propriétaires, entre autres avec ces 2 livres, Acquisition Strategy Design et 3 méthodes marketing pour les RH. C'est quand même 2 livres de 300 pages. Il y en a 2 autres qui sortent d'ici la fin de l'année, qui sont des vrais livres de méthodes pédagogiques qui vont vers de l'intelligence collective, du design thinking, des approches extrêmement structurées pour construire sa stratégie d'acquisition, pas appliquer des vieilles recettes, construire sa marque employeur, sa stratégie de recrutement, son expérience collaborateur. Ça, c'est pour le 2e livre, 3 méthodes marketing pour les RH. Et ça, pour moi, c'est en plus du site, notre nouveau cheval de bataille en termes d'acquisition. Et cheval de bataille, si on doit rester sur le terrain de l'acquisition, qui, j'espère, va aussi nous amener à l'international. Parce qu'autant reproduire les 300 000 visiteurs qu'on a en français sur d'autres langues, on va le faire, on va traduire, etc. Mais c'est quand même pas gagné de retrouver la même autorité, en particulier aux États-Unis. Tu vois, même si on traduit tout notre site, que c'est hyper quali, il y a quand même des agences qui nous ont pas attendu pour être bonnes sur les sujets d'inbound, en allemand pareil, etc. Et l'idée, c'est aussi d'être capable de venir se faire connaître à travers nos livres et nos méthodes sur d'autres territoires. Voilà, donc une stratégie d'inbound beaucoup plus offline aujourd'hui avec cette maison d'édition et nos méthodes. Bah, je te suis totalement sur ta stratégie, notamment sur la création de contenu que toi tu fais depuis 2012, mais nous honnêtement on a maltraité nos propres médias pendant un paquet de temps. C'est-à-dire qu'on faisait juste des photos sympas sur Facebook, on mettait 2-3 conneries, les articles de blog, c'était juste pour dire qu'on était à tel salon, qu'on faisait tel machin. Donc aucun intérêt d'un point de vue SEO. Et là depuis 1 an, justement, on s'est mis à fond sur la création de contenu, donc des guides, des webinars, des livres blancs, des articles de blog qui là sont beaucoup plus orientés sur les problématiques de nos prospects et qui répondent plus à leurs besoins. Et ça nous attire effectivement de plus en plus de leads. Donc je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est vrai que pour une agence web c'est un peu con, mais on a toujours maltraité notre site. D'ailleurs, le site actuel est encore une catastrophe. Hein. Il est certes très créa, il est sympa, il y a une petite boussole, machin, ça bouge et tout. Mais la future version qu'on va sortir à la rentrée, elle sera beaucoup plus optimisée, comme un peu comme ton site, avec des pages piliers, des vrais cocons sémantiques. On va vraiment travailler sur tous ces éléments-là. Parce que ça, c'est assez crucial, je pense, pour structurer sa démarche. Mais c'est un peu comme dans tout business, et je pense dans le service aussi. Au début, il faut un peu tester, déjà choper 1, 2, 3 clients, comprendre ce qu'on sait faire, pivoter. À un moment, par exemple, on faisait des applications mobiles. Au bout de la 4e, on a compris vu qu'à chaque fois on devait rembourser le client tellement on faisait n'importe quoi, on s'est dit bon, on va peut-être arrêter les applications mobiles. Ce qui nous a permis de mieux trouver vraiment notre positionnement. Et je pense un des facteurs clés de différenciation, de succès en tout cas d'une boîte dans le service, c'est notamment de trouver son créneau. Toi, par exemple, tu l'as trouvé, voilà, par exemple sur ces grands comptes. Nous, on voit que notre cible, elle augmente de plus en plus.
Avant, on était sur de la TPE artisan, quoi. Les gens, ils mettaient jamais plus de 1000, 2000 euros dans leur site web. Donc, même mon premier site, je l'ai fait pour 80 balles. Et j'avais une offre sur mon site où il y avait marqué faites votre site web pour 80 euros. Et un jour, il y a un type qui m'a contacté en disant, putain, si je te vends une pizza qui vaut 2 balles, tu la manges ou tu la manges pas, ma pizza? Et du coup, je me dis, ouais, c'est ça que c'est pas bête. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des sites entre 15 et 40 000 euros. Et c'est vrai qu'on est passé sur une cible de TI, donc entre voilà, une centaine et 1000 salariés. Maintenant, c'est notre cœur de cible chez Pilotine, et ça augmente à chaque fois. Mais voilà, en fait, il faut trouver son créneau. Et c'est vrai que nous, par exemple, c'est les boîtes dans le service, dans l'industrie, majoritairement B2B et francophone. Ça, c'est notre cœur de cible. Et maintenant, on peut créer des contenus pour ces gens-là parce qu'on les connaît bien. Alors qu'avant, on aurait fait des articles sur les applications, machin, on se serait perdu, quoi. Ouais, alors là tu touches un point que je trouve aussi important, hein. Enfin, moi beaucoup sur notre métier d'agence et notre métier de service, mais en particulier celui d'agence où je trouve que c'est un océan rouge, il y a plus de 10 000 agences en France, etc. Je considère que la rentabilité, elle se fait non pas sur la prod, mais sur l'acquisition et la vente. En fait, pour schématiser, je considère que 50% de la valeur dans notre métier est dans ce qu'on produit et dans ce qu'on livre aux clients, et les autres 50% sont sur notre capacité à vendre à ses clients. Donc, on a quand même un poids de la vente extrêmement important. Sur les 50% de la production, je trouve qu'il est extrêmement difficile d'être beaucoup plus productif et efficace que nos confrères. On est tous liés à du temps homme passé. On paye tous nos collaborateurs ou nos talents globalement dans la même enveloppe de prix. Qu'on soit très bon ou moyen, à un moment donné, un site web met un certain temps à être produit, un certain nombre d'allers-retours, un article de blog met un certain temps à être produit, un certain nombre d'allers-retours, etc. Et il n'y a pas moyen de faire 50% mieux que le voisin de façon systématique sur la production, par exemple, et de créer des gros écarts sur la renta de la production ou l'efficacité de la production. En revanche, sur le commerce, il y a moyen dans notre métier d'être beaucoup plus efficace et de réduire drastiquement les coûts d'acquisition. Et c'est nous ce qu'on a essayé de faire, d'une part avec notre stratégie d'inbound marketing dont on a parlé, et donc cette capacité à avoir du volume, à adresser du volume et à faire de la prospection automatique ou une prospection où les clients viennent par eux-mêmes parce qu'on est très visible. Et ça évite du temps de commercial qui passerait au téléphone, ou ce que tu as pu faire de la présence sur salon qui coûte cher à la fois parce qu'il faut s'inscrire au salon et à la fois qu'il faut y passer du temps, etc., etc. Il y a cet aspect-là. Et puis après, l'autre aspect qui est hyper important dans notre métier encore, c'est le coût de l'avant-vente. Il s'agit pas seulement d'avoir un lead qui malheureusement va pas acheter sur Internet ton site ou ton article de blog, etc. On a essayé de faire un site e-commerce de livrables. Ça a été une catastrophe sans nom. Et qu'il faut à chaque fois passer du temps avec lui, si on est dans une logique d'appel d'offres, faire une reco, passer plusieurs jours à faire cette reco, faire une soutenance, investir de la créa, investir du machin, etc. Et ça peut coûter aussi très cher. Et puis dans des compètes où souvent on va se retrouver avec 3, 4, 5, voire parfois 10 concurrents, ce qui est complètement dingue. Et donc, même si on considère que ses confrères sont pas plus nuls que soi, et dans l'autre sens qu'on n'est pas nécessairement beaucoup meilleur que les autres, ben on se retrouve avec plus qu'une chance sur 10 de gagner sur un projet qui rapporte 100 000 et plusieurs jours d'investissement pour le gagner. Donc, aucune chance de rentabilité à la fin. Sauf en ayant des gains, enfin en gagnant beaucoup plus qu'une chance sur 10. Et ça appauvrit tout le marché des agences. Cette mécanique de compétition, c'est un vrai sujet. Et moi, je m'étais inscrit à la SSC à un moment donné, c'est l'association des agences conseils en communication, pour réfléchir ce sujet-là avec eux. Et t'as quand même l'impression que c'est un serpent de mer. Tout le monde est conscient du sujet, mais rien n'est fait depuis plusieurs dizaines d'années. Et qu'il n'y a pas de vrai changement là-dessus. Il y a des chartes, labels compétition, etc.
pour réduire le coût de la compétition, pour que les annonceurs soient plus transparents avec les agences, pour que les agences soient dédommagées sur les compétitions. C'est quand même, ça reste exceptionnel. Et donc pour moi, il y a un sujet qui est de prospecter plus efficacement, et ça c'est l'inbound marketing qui y répond, et un sujet qui est aussi de réduire les coûts de l'avant-vente à travers du packaging d'offres, et c'est en cela que les deux livres que je vous présentais tout à l'heure, Acquisition Strategy Design, 3 méthodes marketing pour les RH, qui sont des méthodes qui permettent de vendre des ateliers un peu packagés, sont un des éléments de cette réduction du coût d'acquisition. Et puis aussi, l'autre élément, c'est comment on devient plus efficace sur nos recos, comment on industrialise ces recos, comment on réduit les coûts de réalisation d'une reco gagnante. Mais tu m'avais dit qu'à l'époque, tu m'avais dit à l'époque que toi, tu avais essayé d'automatiser à donf tes avant-ventes. Limite, tu t'envoyais juste un mail et fait que les gens y signent ou autre, et que c'était peut-être un peu compliqué, et que tu étais reparti dans une méthode où tu avais quand même un peu plus de taf en amont, non? Ouais, bah on a essayé beaucoup de choses, hein, parce que autant on parlera après de la prod et de l'organisation, mais il y a une vraie façon d'améliorer drastiquement sa rentabilité si la vente coûte pas cher. Grosso modo, je le disais, c'est 50-50 de la valeur, et de fait, on a grosso modo sur chaque projet 50% de marge. Donc sur 1,6 million, s'il y a aucun coût de la vente, c'est 800 000 euros de marge nette, ce qui est quand même extraordinaire. Une fois qu'on a bien bossé le truc. Et toute la question, c'est que ces 800 000 euros soient pas bouffés par les directeurs conseils, la vente, le site, les salons, les Google Ads, etc. Et dans notre cas de figure, là où on n'est pas mauvais grâce à l'inbound, etc., c'est que sur ces 800 000, on garde 50%. Et donc, on a une agence qui est plutôt saine, qui fait 25% de marge nette et qui gagne de l'argent et qui me permet de bien me rémunérer. Une agence qui ferait les 1,6 million, mais d'une part avec beaucoup de collaborateurs et donc une marge qui serait un peu inférieure à 50%, et surtout beaucoup de coûts liés à l'acquisition, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le commerce, parce que il y a beaucoup de frais de paye de médias, de salons, etc. Bah, c'est plus du tout la même rentabilité. Donc c'est vrai que pour moi, sur la casquette de gestionnaire, il y a tout un travail qui est de réduire ses coûts d'acquisition. Donc je suis pas plus cher que les autres. En revanche, j'essaye d'être le plus efficace possible sur l'acquisition. Ouais, bah c'est une grosse problématique aussi qu'on avait eue. Alors nous, il y a 2 ans, on avait essayé de réduire à 0 le temps d'avant-vente. C'est-à-dire que donc on faisait à travers nos salons, nos machins, tout ça, on avait des leads. Par contre, on voulait vraiment passer le moins de temps possible à faire des propals. On voulait pas faire de design, on voulait pas faire de travail en amont, en sur-mesure, à faire le cahier des charges des gens. Et donc du coup, on faisait un devis, nous prenait à peu près 10 minutes à créer. On parlait en gros une demi-heure au prospect et on envoyait la proposition en disant bah, vous êtes venus nous voir, si vous avez envie de bosser avec nous, voici la propale, c'est parti. Bon, on a vite déchanté puisque d'un, ils nous trouvaient un peu cher déjà pour le temps qu'on avait passé, et deux, on les mettait pas trop en confiance et ça marchait pas des masses. Donc on a essayé d'améliorer un petit peu tout ça, et donc aujourd'hui on a quand même automatisé tout le process de qualification. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe de la qualif et c'est en 30 minutes top chrono, ils ont qualifié, pris les briefs, tout ça. On a maintenant un formulaire en fait que les gens complètent, et en complétant le formulaire, ça nous crée déjà de base une proposition en fait qu'on va pouvoir customiser. Par contre, là où on va passer énormément de temps maintenant, c'est à échanger avec le prospect et à creuser un peu son besoin. On fait toujours pas de maquette, on fait toujours pas de on fait toujours pas de design, on fait toujours pas de maquette, on fait toujours pas de cahier des charges avec eux. Par contre, on va passer beaucoup plus de temps à les bichonner, à les conseiller, on va faire vraiment du conseil. Et donc ça, en moyenne maintenant, on passe plutôt 3 heures de conseil sur chaque client pour vraiment leur expliquer notre méthodologie, leur expliquer que par rapport à leur projet, on ferait comme ci, comme ça, on donne pas mal de billes. Et on va essayer maintenant de vendre, enfin d'ailleurs on le vend, on vend maintenant la création du cahier des charges, on vend toutes les étapes en fait d'avant-vente, mais par contre on va les mettre énormément en confiance, et pour ça demande du temps en avant. Donc du coup on a structuré cette avant-vente pour qu'elle soit vraiment plus conseil que juste technique, tac tac tac, ça coûte tant et terminé bonsoir.
Et du coup là, les stats de conversion sont bien meilleurs, à ce niveau-là. Alors c'est de l'ordre du ressenti. J'ai pas de stats exacts, j'ai pas fait les calculs encore. Et par contre, on gagne quand même beaucoup de temps. Et les seuls moments qu'on passe avec eux, c'est vraiment pour faire du conseil. Donc c'est même super intéressant et beaucoup plus agréable. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en avant-vente, on puisse perdre du temps. Et sur le côté tu disais, on passe 50% du temps en prod ou autre, et que même si on était beaucoup plus efficace, bah, on ferait pas beaucoup plus de marge. Alors je suis à moitié d'accord avec ça pour une seule raison. Donc nous on a mis en place on a fait de la R&D. Ça fait 3 ans qu'on fait de la R&D. C'est pour ça que notre bilan 2019 était un tout petit peu en dessous de notre 2018 par exemple. On avait stagné, c'était un peu dommage parce qu'on avait fait beaucoup de R&D. En fait on a développé sous WordPress une méthode qui nous permet de sortir quand même des sites plus rapidement techniquement, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus vite dans la technique, mais là où tu as entièrement raison, c'est pour ça que je suis qu'à moitié d'accord, mais là où tu as entièrement raison, c'est en gros on a gagné 20 à 30% du temps en prod, et on est sur le même budget et on a gagné 20 à 30% de temps en prod, mais du coup, bah, on va passer 20 à 30% du temps en design et en conseil. C'est-à-dire qu'on va passer plus de temps quand même sur ces parties, je vais dire, à plus forte valeur ajoutée pour le client, et par contre, ce qui a moins forte valeur ajoutée pour lui, parce que lui il dit, bon, faut que ça marche, quoi. Que ce soit bien fait ou mal fait, faut que ça marche, donc bon, autant que ce soit bien fait, et nous on fait en sorte que ce soit le mieux fait possible, et dans le moins de temps possible, mais du coup, vu qu'on vend des jours hommes, comme toi un petit peu, on fait notre ratio, tout ça, on arrive toujours à un nombre de jours hommes, on passe toujours effectivement le même nombre d'heures sur un projet, mais sur des choses qui apportent plus de valeur au client. Et c'est là où du coup on améliore notre avant-vente, parce qu'on sera plus quali, un peu comme toi, et ce qui permet d'améliorer la signature. Donc, t'as entièrement raison sur le fait que, au final, bah, en fait, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour améliorer les signatures, mais on y passera toujours autant de temps, mais on fera un travail plus qualitatif et moins, enfin plus intéressant même pour les équipes. Ouais, alors je veux rebondir sur le message de Lionel, et on va passer au deuxième sujet que tu viens d'évoquer aussi sur le côté qualitatif et fidélisation. Juste un dernier point sur la qualif. T'as fait les expériences de réduire vachement le temps, moi aussi. Je pense pas que ce soit la bonne voie, effectivement, parce que la question de la de la découverte, de la compréhension, de la connivence que tu crées avec le client tout au long de la vente, elle est importante. Et l'un des éléments qui permet de gérer ça, c'est d'aller vers des plus gros clients. Donc oui, il faut passer du temps, oui, il faut investir, mais autant investir pour des clients qui vont te rapporter 50 ou plus, plutôt que pour des clients qui vont te rapporter 15 ou 20. Ou pire encore, 80 euros et pas 80 000. Ouais. Donc il y a aussi une tendance naturelle qui est d'aller vers des plus gros clients, dans la mesure où on peut pas réduire le temps d'avant-vente et qu'il faut créer du lien, de la relation, etc. Investir ce temps-là pour un plus gros retour, c'est aussi une des voies d'améliorer, enfin de réduire les coûts d'acquisition et de s'inscrire dans des relations de plus long terme. Après, la deuxième voie, et ça me fait ma transition, enfin l'autre voie, c'est aussi d'être beaucoup plus dans la fidélisation de ses clients. Donc les gros clients peuvent être plus fidélisés parce qu'ils ont la capacité d'investir dans la durée, ça c'est quand même un élément. Et s'ils sont satisfaits, s'ils trouvent de la valeur dans la relation, ils vont rester clients récurrents, et on va retrouver le même modèle vertueux que chez les éditeurs de logiciels, à savoir commencer ton année en ayant déjà fait plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'année dernière. Et ça, c'est quand même hyper intéressant aussi de réussir à s'inscrire dans un truc où tu arrives à scaler, parce que tu commences l'année en ayant perdu peut-être 20% de chiffre d'affaires sur l'année dernière, mais en pouvant en gagner 50% de plus, et donc d'être dans une croissance un peu régulière, parce que tu fidélises, que tes clients sont satisfaits et qu'ils restent chez toi. Et cet aspect-là, nous, on a réussi à le traiter, et ça revient à ce que tu viens de dire avec le fait de basculer du temps technique vers du temps de conseil et de design. Nous, on a réussi à le traiter en mettant en place beaucoup plus de conseils dans nos accompagnements. Et avant 2018, quand j'étais dans l'organisation à 20 personnes que j'évoquais, je faisais le conseil en amont au moment de l'avant-vente et du premier atelier.
je faisais un plan d'action validé par le client et je vendais ce plan d'action. Et derrière, c'était un chef de projet qui exécutait le plan d'action, qui faisait les articles de blog, qui faisait les sites, qui faisait les créas, les webinaires, les machins, enfin tout ce qu'on fait pour nos clients, les livres blancs, enfin tout ça. Et il le faisait dans un mode exé. J'applique un plan d'action. Ce qu'on fait depuis 2018, depuis qu'on a mis en place cette organisation avec des consultants, des chefs de projet, des talents, consultants et talents indépendants, chefs de projet internes, on vend deux types d'unités d'œuvre. D'une part, les réunions qui correspondent à des réunions de conseil et l'accompagnement conseil et l'accompagnement gestion de projet, et des points qui permettent de réaliser des livrables. Et cette mécanique avec des réunions et des points, donc du conseil et de l'exé, nous permet de définir une enveloppe au début, de se donner un plan d'action, mais nous permet surtout, c'est comme les petites boules rouges du Club Med, nous permet surtout de faire évoluer en permanence ce plan d'action. Donc on a cette capacité en cours de projet, dans le cadre d'une réunion de conseil où le consultant qui est un senior, qui a été patron d'agence ou directeur marketing de boîte dans le même secteur, etc., le consultant va réfléchir avec le client et se dire tiens, cette truc-là n'a pas marché comme on voulait, on peut adapter, on va faire autre chose, ou tiens, il y a la Covid, on voulait faire des salons, on va plutôt faire des webinaires, et être en capacité vraiment d'être partenaire du client, d'être force de proposition, d'ajuster en permanence nos recommandations, et donc d'être vraiment non plus dans un mode d'exé qui est au final quand même un mode où tu te donnes quand même plein de bâtons pour te faire taper dessus, avec un côté un peu vraiment base d'œuvre, exécutant, que moi j'avais jamais vécu. Moi je t'ai dit que je venais des médias et du conseil. Dans le conseil, je me suis jamais fait autant pourrir que dans le métier d'agence où un jour le client a adoré. J'ai un retour d'expérience comme ça où il avait adoré la créa, il l'a présenté à son chef n'a pas aimé, on s'est fait insulter et c'était un boulot fait par des Chinois. Ça, j'avais jamais vécu ça en conseil. Donc quand t'es que dans l'exé, tu donnes des bâtons pour te faire battre à tes clients, alors que quand tu passes sur plus de conseils, plus de partenariat, plus d'ajustement, d'agilité, tu rentres dans quelque chose de beaucoup plus partenarial. Et ça nous a fait gagner. Alors c'est pas une statistique dure, mais je dirais qu'on fidélisait 50% de nos clients d'une année sur l'autre, et que là, à l'exception de la Covid, cette nouvelle organisation nous a permis d'en fidéliser 80 à 90%. En tout cas, d'une année, de la première année à la deuxième. On a encore des soucis sur la deuxième à troisième année ou troisième à quatrième année parce qu'il y a aussi une lassitude qui s'installe. Mais niveau qualité, on a vachement progressé. Et ça passe en considérant que notre métier, c'est pas que de l'exé, mais c'est aussi beaucoup de conseils. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai que nos positionnements aussi sur, on va dire, du sur-mesure, un peu haut de gamme, fait qu'on va chercher ce type de clients et qu'il faut qu'ils aient un minimum de budget. Mais si on prend l'exemple de boîtes un peu comme Cometic, Jalis ou je sais pas quelle usine à site, ça c'est des gens qui, leurs commerciaux, eux, ils comprennent rien au digital et ils font que de la vente un peu forcée. Et eux, la fidélisation, elle se fait à travers le contrat. Et souvent, c'est des gens qui engagent sur 3 ans, sur 4 ans, et le site commence à coûter un petit peu cher. Donc, moi, je m'étais dit, bah, si on s'inspirait un peu de leur méthode de vente, parce qu'ils ont l'air de quand même beaucoup vendre, mais en faisant un travail qualitatif, ça pourrait être pas mal. Sauf qu'eux, ils le font sur une cible vraiment très petite, et c'est un petit peu de l'arnaque, quoi, derrière. Je sais pas ce que tu penses de ce genre de méthode ou si tu les croises souvent, mais nous, quand on était sur une cible un petit peu plus petite, sur les artisans, les TPE, c'est vrai qu'on était en concurrence frontale avec ces gens-là qui font de la vente forcée et c'est assez compliqué à gérer. Bah, moi, je suis pas du tout là-dessus. Nous, on est plutôt sur. L'idée, c'est de monter plus haut, donc on est moins dans des ventes très processées. On est dans des ventes plus consultatives, plus solution selling, etc. J'en profite pour annoncer la sortie d'un livre dont on vous a déjà parlé, c'est pour novembre, qui va s'appeler Q2C Selling, et c'est la méthode pour construire son processus commercial, et qui s'inspire aussi de ce qu'on fait chez nous, mais qu'on travaille avec Nicolas Delunière de Sales Odyssey. Et effectivement, c'est hyper important. On revient un peu sur le sujet de la vente, c'est tout le sujet de la qualif et des go-no-go. Et de qui est ton client idéal et avec qui tu passes du temps et avec qui t'en passes pas. Et ça, c'est un élément structurant.
pour avancer. En termes d'organisation, on l'a dit en intro, on a fait des choix très différents. Toi, tu as choisi de beaucoup internaliser. Tu te retrouves avec, tu disais, une vingtaine de personnes pour un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires, ce qui fait un ratio people sur chiffre d'affaires autour de 50 000. Moi, je suis sur un ratio qui est au moins double, avec beaucoup plus de sous-traitance, naturellement. Comment tu... hier, je voyais un post de Stéphane Jambu, que tu dois connaître, qui est aussi très présent sur LinkedIn, qui disait qu'il voulait monter à 2 millions de chiffre d'affaires. Or, il a encore du boulot, on a discuté déjà ensemble, mais qu'avec des freelances, ce à quoi je lui ai répondu que le mix était pas mal, parce que les freelances c'est super, mais ça résout pas tout. Pourquoi ce choix de tout en interne de ton côté? Ouais, bah alors en fait quand j'ai démarré l'aventure il y a 8 ans, c'était à Paris et justement il y avait moi dans la boîte et 3 chefs de projet. Bon, majoritairement stagiaires quand même, c'était des personnes en stage. Et je m'étais dit, bah je vais monter un concept. C'était avant qu'il y ait Malte et tout ce machin. J'ai dit, bah là, on va devenir, on va prendre plein de freelance et du coup, quel que soit le besoin, on va s'occuper des besoins des clients. Donc c'est pour ça qu'on a fait des applications, qu'on a fait des trucs bien lourds, qu'on a fait des sites très simples, qu'on a fait du design, on a fait trop de choses. Donc en fait, j'étais trop opportuniste. Et en gros, cette expérience-là m'a montré déjà que moi j'avais ce côté quand même humain, donc là c'est plus lié à ma personnalité, mais moi mon ambition entrepreneuriale a toujours été un peu de créer de l'emploi. En plus de me créer mon propre emploi, ça a été de créer de l'emploi et d'échanger ça d'échanger avec d'autres personnes. Je suis hyper au taquet par exemple sur tout ce qui est séminaire, sur tout ce qui est organisation de la vie d'équipe et autres donc je suis très orienté sur ce facteur-là. Et c'est vrai que le côté freelance, vu que je l'ai testé pendant 1 an, moi c'est des gens qui viennent, qui partent, machin, donc c'est très sympa, et des petites aventures communes pendant quelques mois, des fois, parfois quelques années, mais ça reste un peu éphémère. Et moi voilà, j'ai souhaité structurer ça. Donc déjà ça marchait pas des masses puisqu'on était sur trop de sujets en même temps, et 2, je souhaitais ce côté un peu plus humain. J'avais plus la maîtrise en fait. Parce que quand il y avait un freelance qui se barrait, j'étais en gros foutu, il fallait que je retrouve un autre, puis l'autre il disait ah bah non, je vais pas reprendre le boulot du premier freelance. Et du coup, c'était assez compliqué. Alors que là, aujourd'hui, chez Pilotine, vu que tout le monde est internalisé, bah en soi, il y a quelqu'un qui a un problème ou il y a quoi que ce soit, c'est beaucoup plus facile d'organiser la prod. Parce que je pense que j'ai un esprit quand même aussi assez orienté production. J'ai moi-même développé quelques petits sites internet plus tôt. Donc voilà, ce souhait d'internaliser. Alors bien entendu, effectivement, je suis sur un ratio plus faible par tête. Alors en salarié CDI, il doit y avoir 15 personnes, et après il y a un mix avec des personnes qui sont en freelance, des fois 3 jours sur 5 ou des choses comme ça. Et il y a une personne en alternance. Et voilà, ça doit être ça un peu. Mais le ratio est quand même plus faible. Alors on est à Lyon, donc le coût de la vie à Lyon est un peu plus faible. Et voilà, on a organisé différemment, je pense, la grille salariale, la grille des différents avantages, ces choses-là, pour se concentrer plus sur le côté un petit peu sur le côté que je privilégie, sur le côté humain, quoi, et culture et tout ça. Moi, pour répondre un peu à ça, je te disais, en 2018, on était une vingtaine. On était un peu plus haut en chiffres, on devait être pas très loin des 2 millions. Mais en termes de management, je crois que ça fait partie des années où j'ai vachement souffert. C'était extrêmement compliqué. Pas simple. Que j'ai trouvé très compliqué à 20 dans nos métiers, c'était que sur 20 personnes, on avait peut-être 10 métiers différents. Des consultants experts sur tel ou tel sujet, des graphistes, des chefs de projet, des vidéastes, des machins, des bidules, enfin chaque fois des métiers d'un développeur, enfin, et que cette diversité des métiers dans une entreprise aussi petite nous permettait pas de bien accompagner, de bien manager, de bien faire progresser chaque personne dans son métier. Typiquement, le développeur, il était tout seul, donc au début, il s'est vachement autonomisé, il a fait plein de choses, et puis au bout d'un moment, il s'est un peu appauvri. Idem pour le rédac, idem pour les graphistes, etc. Et ça, je trouve que si on veut faire progresser les gens dans leur boulot, leur donner les encadrer vraiment, leur apporter de la valeur dans leur métier, c'est extrêmement difficile de le faire s'il n'y a pas plusieurs personnes qui font le même métier.
et donc d'avoir une forme d'encadrement, de hiérarchie, de challenge, d'émulation sur chaque métier. Et ça a été et ça faisait des gens qui étaient durs à manager, et en plus qui étaient durs à staffer parce que bah t'avais jamais le projet qui faisait en sorte que ça staffait tout le monde de la bonne façon équilibrée. Et dans ma nouvelle organisation, moi j'ai fait le choix vraiment d'un mix entre l'interne et de l'externe. L'interne, on s'est concentré sur les chefs de projet, ce qui permet d'avoir des gens, et Anna, notre directrice générale, directrice de projet, encadre l'ensemble des chefs de projet, les accompagne, partage de l'expérience, fait des sessions de formation hebdomadaires, etc. pour les faire progresser. Donc aujourd'hui, on est capable de dire qu'un chef de projet qui rentre chez nous junior sera hyper bon dans 3 ans, et ceux qui machin, etc. Ils assurent la pérennité des projets, ils assurent les process, ils connaissent parfaitement les process de l'agence, etc. Donc ils assurent aussi la continuité, la solidité dans l'accompagnement des clients. Et ça, c'est de l'interne. En revanche, sur du consultant, on est plutôt sur de l'externe, mais de l'externe très proche, parce qu'on a créé un cercle de consultants, parce qu'on se réunit une fois par semaine, parce qu'on les forme, parce qu'on partage nos méthodes, qu'on imagine, qu'on invente les méthodes ensemble. Et ça, c'est hyper riche. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'être une dizaine de consultants indépendants. Et moi, je me considère comme un consultant parmi les autres, et j'ai vachement progressé de ce collectif, c'est comme ça qu'on a sorti les bouquins, etc. Et ça nous permet d'avoir des consultants qui connaissent bien les secteurs d'activité des clients, qui ont déjà eu des expériences auprès des clients et qui peuvent donc bien les accompagner, bien les challenger, leur apporter de la valeur, et tout en étant proche d'1 minute 30, en partageant les méthodes et en ayant l'habitude de nos process. Alors, je dis pas qu'il y en a pas qui viennent et qu'il y en a pas qui partent, etc. Mais il y a quand même une forme de continuité dans cette relation. Puis c'est des gens qui sont plutôt seniors, donc qui s'inscrivent durablement dans ce métier de conseil, donc ils ont une relation durable avec nous. Et après, pour tout ce qui est exécution, on fait appel aux meilleurs talents disponibles au meilleur moment. Alors, bien sûr, parmi eux, il y en a plein avec qui on bosse de façon régulière, mais on a vachement plus de souplesse pour, si on a un pic de charge en rédaction, en faire bosser plein à la fois. Si on a moins de charge, ne pas avoir de coûts, etc., etc. Et je dois dire que moi, je suis extrêmement satisfait de ce nouveau modèle. Ça nous apporte et de la souplesse en termes de gestion et financière, parce qu'il y a cette agilité-là, et de la qualité en management, parce qu'on peut vraiment faire progresser les chefs de projet, réfléchir avec les consultants. Et puis surtout, c'est ce que je te disais en termes de fidélisation, aujourd'hui, ça nous a fait vachement progresser dans la fidélisation, parce que dans ce modèle agile, on est beaucoup plus partenaire de nos clients et ils apprécient beaucoup plus de travailler avec nous. Et à ce titre, je vous invite, on fait un webinaire jeudi prochain un peu exceptionnel avec des clients pour avoir des retours d'expérience. Donc jeudi prochain à 10h, en plus de notre webinaire de vendredi à 10h. Donc 2 webinaires la semaine prochaine. T'as des choses à compléter ou on passe au sujet suivant? Bon, c'est très intéressant ton retour d'expérience. Je pense qu'effectivement, si peut-être que aujourd'hui on le ferait différemment si on repassait par des freelances. Moi, je trouve aussi comme toi, hein, donc c'est vraiment faut trouver la méthode qui s'adapte à nos besoins, mais je trouve de la sérénité dans cette méthode-là parce qu'on a mis en place l'échelon intermédiaire avec des managers qui vont vraiment penser à tout ce que tu fais avec tes chefs de projet, ils vont faire la même chose, et du coup cette étape intermédiaire là a été hyper importante, parce que manager, enfin à l'époque quand on était genre 12-13, je pense que j'étais seul à manager tout le monde et c'était une catastrophe. Aujourd'hui, maintenant qu'on a stabilisé et qu'il y a un responsable de chaque pôle, c'est top. Et on a limité effectivement le nombre de pôles. Avant, un peu comme tu disais, on en avait, 6-7, parce qu'il y avait des qui faisaient de la formation, il y avait le fameux vidéaste, tout ça, et maintenant tout le monde est organisé au sein de 4 pôles. Il y a la partie conseil, le design, le dev et la gestion de projet, et du coup, et de fait, tu t'es concentré quand même beaucoup de ce que j'entends sur la production de sites web, et je dois dire que autant sur les contenus, sur le graphisme, sur machin, je trouve que c'est pas mal de s'appuyer sur les bons freelances. Autant sur le site web, qui a un vrai projet où on doit travailler en même temps entre le graphiste, les développeurs, enfin, qui a une vraie, c'est un projet commun.
et que tout le monde doit bien travailler, je suis assez d'accord que la bonne solution, c'est d'internaliser les studios web. Il y a une autre agence qui est un peu plus avancée, avec qui on bosse un peu, qui s'appelle Adveris là-dessus. Je sais pas si tu les connais ou tu les as déjà rencontrés, qui sont un peu Ça me plus parle. gros. Je crois qu'ils sont une cinquantaine, ils doivent être autour de 5 millions, etc. Et qui, pareil, ont tout internalisé parce que vous avez effectivement, nous on fait moins de sites web, vous avez effectivement sur le sujet des sites web un besoin d'être côte à côte et d'avoir des habitudes de travail qui, à mon avis, justifie de l'internalisation. Ouais, mais je pourrais montrer les ratios justement sur le côté financier, parce que je pense qu'on va passer au financier. Je pourrais montrer quelques ratios effectivement là-dessus. Un dernier petit point avant de passer au financier, des sauges à dire sur le recrutement. Ouais, alors le recrutement, nous, est extrêmement est plutôt bien. Enfin, c'est plutôt simple de recruter pour nous aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été facile du tout les premières années, mais aujourd'hui, c'est plutôt simple par plusieurs choses. Donc, ça parle des facteurs clés de succès. Je pense qu'il y en a un, honnêtement, c'est notre notoriété. Donc, de voir les notes qu'on a un peu partout, les avis d'un peu tout le monde, la visibilité qu'on s'est donnée à travers les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou autres, aide beaucoup. Et il y a deux facteurs qui aident énormément. Je sais que toi, tu en avais un à l'époque aussi. Ça va être nos futurs locaux, parce qu'en octobre, on a acheté des locaux vraiment tip top dans le centre de Lyon et tout ça. Et à l'heure du tout télétravail ou de plus en plus de télétravail, bah nous, on a pris le contre-pied. On est allé s'endetter en achetant des super locaux assez dingues à Lyon. Donc ça joue beaucoup. Et aussi la politique RSE. On a fait une labellisation RSE il y a pas longtemps où on a eu une très bonne note à travers tout plein de valeurs qu'on véhicule, le côté un peu éco-responsable, tous ces éléments-là. Et ça aide pas mal pour le recrutement. Donc voilà, je pense qu'il y a quelques facteurs clés de succès. En tout cas chez nous, c'est les locaux. Enfin, en priorité, notre notoriété, les locaux et la RSE, ça joue beaucoup. En plus de la qualité. Alors, moi, je vais donner un point de vue différent qui est pas sur l'attractivité de l'agence, etc. Même si on peut faire beaucoup mieux, mais qui est sur les critères de recrutement. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup au début recruté à l'instinct, en cherchant des profils qui me séduisaient moi, dans le sens où ils avaient un peu d'aspérité. Un peu indépendant, etc., etc. Et je me suis toujours planté parce que ces profils-là n'étaient peut-être pas faits pour être salariés, pour bosser en équipe, etc. C'était plutôt des profils indépendants, baroudeurs, et ça fait plutôt beaucoup de mauvais recrutements. Et aujourd'hui, moi, je m'appuie beaucoup sur mes équipes, sur Anna, sur Yann, qui viennent sentir les gens aussi sur leur savoir-être, sur leur capacité d'être en équipe, sur leur capacité à s'intégrer, à vouloir progresser, et ça marche beaucoup mieux. Donc ça, c'est un truc où je laisse vraiment Anna, donc notre directrice de projet, bientôt directrice générale, porter les choses. Plutôt que de m'investir dessus. Et effectivement, et c'est un des éléments qu'on évoque dans ce bouquin-là sur les méthodes. Bien se connaître, bien comprendre ses équipes, bien comprendre ce qui fait ses forces. C'est un élément clé dans la mise en place de sa marque employeur, dans la mise en place de sa stratégie de recrutement et de celle d'expérience collaborateur. Et il faut vraiment penser à la nature d'équipe qu'on veut réunir. Mais je pense que tu es meilleur que moi, toi, par nature, sur le management, sur ton aspect humain. Moi, je suis quand même beaucoup plus conceptuel comme garçon. Et sur les locaux, je trouve ça top. J'ai vu tes posts sur LinkedIn sur tes nouveaux locaux. J'ai eu plaisir moi-même à construire des locaux. J'ai eu énormément de chance à les revendre au bon moment. Mais je trouve ça vachement sympa de s'inscrire physiquement dans un lieu. Sur la finance pour toi, et je sais que tu as prévu un peu de partager tes chiffres, sur la finance, il y a des éléments pour toi qui sont des éléments clés de succès sur lesquels tu veux revenir.
Et j'ai l'impression qu'on t'a reperdu, Julien. Allô, allô? Ah, j'ai l'impression que tu nous as quittés. Bon, ben je vais meubler le temps que tu réussisses à nous rejoindre. Si vous m'entendez, moi j'ai tout le signal. Ok. Alors, en attendant que Julien se reconnecte, t'es reconnecté là ou pas? Non, t'entends pas. Il y a plus de son. Ah, non mais j'avais pas mon micro en fait. D'accord, Ça c'est doit mieux jouer. là. Ouais. Je te lançais au moment où ça coupait sur ce que tu voulais nous partager ou des regards que tu voulais Ouais, partager sur la yes. finance. Vas-y go. Je vais partager mon écran. Ah, ça recoupe. Ça recoupe. Et, on a vachement optimisé nos recrutements depuis quelques années. Maintenant, ce sont les managers qui gèrent tout l'aspect recrutement, qui valident l'aspect technique et tout ça. Du coup, moi, j'interviens plus là-dessus. Et moi et mon associé, on intervient que pour la partie vraiment humaine, culture d'entreprise et projection. Donc voilà, on a essayé de structurer un petit peu cette partie. Par rapport aux stats que je voulais vous montrer. Donc là, j'ai les stats. Là, c'était les stats de 2020. Vous voyez, on avait fait un chiffre d'affaires sur Pilotine de 770 000 euros. Parce que du coup, nous, dans le groupe, il y a Pilotine et Lyon Entreprise. Il y a 2 entités, ce qui représente en tout 934 000 euros. Pour des petits ratios qui peuvent être intéressants, je sais pas toi, mais en général dans les métiers du service, il faudrait être plutôt sur du 50 à 60% de masse salariale. Nous, on est aujourd'hui plutôt sur du 64%. Ensuite, en termes de charges, on est sur du 24%, ce qui fait qu'on a une rentabilité nette à la fin de 11%. Ce qui est pas trop mal, parce que je pense là, parmi les 10 000 ou 20 000 ou 30 000 agences qui existent dans la prestation de services, il y en a plein qui ça doit être assez complexe. Mais voilà, en tout cas, ça c'est nos ratios, ça peut vous donner des billes. Et au niveau de la répartition de ce chiffre d'affaires, on va les découper comme suit. Donc on a en gros 30% qui est lié vraiment à l'aspect conseil, formation. Et nous, on a fait un choix assez avancé de ne plus faire de prestations de services web marketing, puisque après ça c'est plutôt par rapport à comment on fonctionne. Je sais que toi du coup tu le fais, mais nous on a arrêté de faire du SEO, on a arrêté de faire du SEA, on a arrêté de faire des réseaux sociaux, des choses comme ça. Par contre, on va donner toutes les billes, on va former nos prospects et nos clients à mettre en place eux-mêmes en interne. Donc nous en gros on va les aider à internaliser cette partie-là, parce que on s'y connaît bien là-dedans. Mais tant que le client ne s'est pas mis à fond dans le projet et qu'il a pas compris l'intérêt de le faire et qu'il ne sait pas le faire, on trouve que c'était toujours compliqué. Et nous, on avait un taux de satisfaction de 50% sur la presta web marketing et de 100% sur le conseil. Donc, du coup, on s'est focalisé à fond sur le conseil. Et du coup, tout ça, c'était en 2020. Et en fait, en 2021, si on regarde bien, hop, tout s'est transformé vraiment en formation. Formation conseil, c'est les deux qui sont mixés. Et du coup, on a maintenant un peu plus de 30% qui est lié vraiment à la formation et au conseil. Mais on a 70% du chiffre d'affaires qui est sur la prod, donc ça mélange de la gestion de projet, du design et du dev ici. Et nous, en gros, notre petit trésor de guerre, il est ici. C'est les 20% qui sont de TMA. Donc TMA chez nous, c'est un truc qui dure, c'est de l'abonnement, c'est du récurrent, c'est les mises à jour du site récurrentes et tout ça. Et donc ces TMA, ça représente un volume d'heures que les gens peuvent utiliser comme ils le souhaitent. Et on a un taux de fidélisation là-dessus qui est au moins de 5, 6, 7 ans. En moyenne, une personne qui rentre chez nous et qui prend de la TMA, donc c'est 20%, il va rester assez longtemps. Et si on voit par rapport à 2021, on est déjà passé à 22%. Donc ce qui est cool avec cette TMA chez nous, c'est hébergement, sécurité, maintenance et mise à jour de site, ça augmente petit à petit. À chaque fois qu'on rend des nouveaux clients, ça augmente, donc toutes les années, ça va augmenter. Et donc ça, c'est assez intéressant, en termes de stats. Et je pense que c'est ce qui peut donner de la valeur à une agence comme la mienne, c'est de dire, ok, demain, quelqu'un veut investir dans la boîte ou autre, combien vaut cette boîte-là? On a au moins quelque chose qui est récurrent, qui est du stable et qui est rentable. Et après, le reste, c'est toujours pour l'instant du one shot. Par contre, ce qui est bien avec la formation et le conseil, c'est que là, on a aussi beaucoup plus de récurrence. Parce que là, il y a des clients, vu que c'est de la prise en charge OPCO et CPF, qui reviennent à peu près, qui reviennent tous les ans. Et donc, on a aussi de la forte récurrence sur le conseil et la formation. Parce que nous, on a pris le parti de se dire qu'on allait mettre en place énormément de prise en charge. Et donc, on a fait Datadoc, on est Calliope, et du coup, on mise à fond là-dessus.
Pour rebondir là-dessus, nous on n'a pas une vision du pilotage par poste aussi détaillée, entre autres parce que aujourd'hui on vend des unités d'œuvre, de conseil et d'exé, et que sur l'exé on peut avec les mêmes points faire du contenu, faire du SEO, faire de la créa, faire du community management, faire du développement web, etc. Et que de fait c'est pas comme ça qu'on suit les choses. On va un peu suivre le nombre de réunions planifiées, le nombre de points planifiés, le nombre de points qui sont produits tous les mois. L'avantage, c'est que pour nos chefs de projet, il y a un seul indicateur de productivité qui sont le nombre de points produits par chef de projet par mois. Et que en termes de gestion, pour chaque point, on a un prix d'achat max auprès du talent, donc on connaît la marge initiale. Donc ça facilite vachement notre gestion à nous, et ça nous en guillemets garantit un minimum de marge et une productivité assez efficace. Et c'est vrai que nous on pilote la boîte et en tout cas l'aspect production vraiment par le suivi du nombre de points produits tous les mois, du nombre de points planifiés pour les mois suivants, etc. Et que notre récurrence, elle s'inscrit sur d'une part, on a quelques clients qui bossent aujourd'hui avec des contrats mensuels renouvelables automatiquement. Donc chaque mois, ils vont avoir un certain nombre de réunions en plus, un certain nombre de points en plus. Et ça nous inscrit dans une vraie logique de durée, comme les éditeurs SaaS. Et on essaye de mettre ce type de mécanique en place. D'autres éléments sur la finance, je voulais rebondir sur un autre point que tu évoquais et je ne sais plus lequel c'est. Donc je vais te repasser la parole si tu as des choses à dire. Ouais. Alors nous on a donc effectivement donc notre gros challenge là chez Pilotine depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est d'automatiser tout ce qui a faible valeur ajoutée ou tout ce qui va nous permettre de gagner énormément de temps. Donc on a cette course à l'automatisation. Effectivement, comme tu disais, donc moi je suis dans une gestion de ressources. J'ai 20 ressources, il faut que je les répartisse correctement. Donc c'est pour ça que je fais mes calculs par rapport à ces ressources-là parce qu'elles sont fixes et du coup il faut que je trouve les projets qui correspondent à mes talents en interne et que mes talents prennent du plaisir à travailler sur ces projets-là. Et quoi qu'il en soit, là, nous, on est dans une recherche perpétuelle d'automatisation de nos méthodes et de nos méthodes de production et donc de la productivité, ce qui nous a permis de gagner 20 à 30% de temps en dev. On a gagné 20% à peu près en design. Sur la gestion de projet, on est en train de gagner énormément de temps puisque on améliore nos avant-ventes avec cette partie conseil amont, ce qui fait que maintenant, quand un commercial signe le projet, il est tellement clair pour le chef de projet que ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Alors qu'avant, il y avait 20-30% d'incertitude sur chaque projet, donc on serrait les fesses à chaque fois qu'on signait un nouveau projet, surtout s'il était technique. Là on se cachait même. Donc du coup, voilà, ça fonctionne mieux. Et tout ça pour dire, oui, du coup aussi le fait de faire de la R&D et autres permet d'ouvrir aussi des crédits impôt innovation et permet voilà d'avoir cette dynamique là où on récupère aussi de l'impôt. Nous on récupère alors pas énorme, mais on récupère 25 000 € par an avec le crédit impôt innovation, mais ça permet voilà de financer une partie de notre développement et du coup de l'amélioration de nos process. Et ça nous donne droit à des aides au développement de l'innovation, à pas mal de choses. Alors je sais qu'on avait déjà parlé, toi t'étais Strigi, le moins d'endettement possible, vu que moi j'aimerais qu'on aille justement plus sur un côté éditeur SaaS, puisqu'on est en train d'éditer des plugins sur WordPress qu'on met en open source, qui vont devenir premium ou autre, on commence à aller vraiment dans de la technicité sur le levier WordPress. On a besoin de financer ce développement, et donc ce qui nous a ouvert une enveloppe, donc nous tu vois on est endetté à hauteur de 500 000 €, donc ce qui est beaucoup, mais pour l'instant c'est des sous qu'on n'a pas touchés, mais qui permettent de pouvoir voir l'avenir et ce qui permet de pouvoir financer justement du développement. Alors je sais que toi t'étais pas trop fan de cette version-là. Ouais, bah enfin moi je considère qu'une agence ça doit être rentable tous les jours, et que il y a la nature de l'investissement est quand même beaucoup plus limitée que quand on fait du produit. Après quand on part sur du produit, c'est par nature ça demande beaucoup plus d'investissement et sur cette dimension investissement, bah là-dessus il faut investir et dans mon cas de figure, j'ai plutôt une très belle trésor depuis 9 ans qui s'est accumulée, et cette trésor je la réinvestis en partie sur du produit et je suis en train de travailler sur des produits, mais de fait je vais aussi le loger ailleurs que dans l'agence.
Juste pour conclure, parce que tu as conclu là-dessus et je trouve ça bien sur les challenges, et effectivement c'est l'heure et Philippe nous quitte déjà. Pour conclure, nous, notre challenge aujourd'hui, c'est d'être des meilleurs marketeurs. Donc c'est ce gros travail qu'on a engagé sur les méthodologies avec Acquisition Strategy Design, je vous en parlais, je refais un peu de promo. 3 méthodes marketing pour les RH. Customer Experience Redesign sur l'expérience collaborateur qui vont sortir en octobre, Q2C Selling sur les processus de vente qui va sortir en novembre, 2 autres livres qui sont engagés sur la marque et le branding avec Julia Drupt pour l'année prochaine et un autre avec Philippe Lemagresse sur la data. Donc on a vraiment ce travail de fond sur le marketing, sur la qualité de nos méthodes, de nos réflexions, de la manière d'embarquer les clients dans ces réflexions, de la manière de travailler ensemble, d'apporter de l'agilité. Enfin voilà. Et puis l'autre challenge, c'est ce que je disais à un moment donné, c'est pour nous aussi d'aller vers l'international et de faire connaître nos méthodes à l'international, monter des équipes qui portent nos méthodes, nos valeurs, notre organisation à l'international. Et c'est dans cette direction qu'on va, avec effectivement l'espoir de briser notre plafond de verre de 2 millions qu'on n'a toujours pas franchi, et de réussir à grandir en faisant de la qualité, en réunissant autour de nous une communauté de consultants engagés, investis, qui aiment le marketing, et puis en faisant c'est notre mission et j'y crois énormément, c'est cette idée de réenchanter le marketing en démocratisant, professionnalisant et responsabilisant ces pratiques. Et ça, c'est... Enfin voilà, moi j'ai envie de rendre le marketing plus beau, plus noble, comme le disent Philippe et Patrice dans le bouquin Marketing Zéro, que les gens soient fiers de dire ça c'est du marketing et que ce soit pas une punition ou une insulte de dire que ça c'est du marketing. Tiens, et juste, parce que c'est intéressant, au final, tu utilises maintenant des méthodes qui existent depuis des millénaires avec des bouquins. Et selon toi, c'est un peu l'avenir du digital, les livres ou pas? Alors, je dis pas que c'est l'avenir du digital, mais et ça, c'est le fond de Acquisition Strategy Design. Pour moi, une stratégie d'acquisition, elle ne doit pas... Enfin, on ne doit pas appliquer une recette de cuisine qu'on a pris en s'inspirant de quelqu'un d'autre. Chacun doit créer son propre mix, et ce mix, il n'y a pas de bonne recette ou de mauvaise recette, il y a la bonne recette pour toi, pour tes clients, pour ton entreprise, et cette recette, on doit la construire sur une compréhension forte du parcours d'achat et comment achète un client. Et c'est pas le même d'une entreprise à l'autre, et c'est pas le même d'un secteur d'activité à l'autre. Et je pense que le bon mix, après, il est en fonction de cette compréhension du parcours d'achat. Ça peut mixer de l'inbound et de l'outbound, et ça peut mixer du online et du offline. Et dans notre cas de figure, on est très inbound parce qu'on est beaucoup sur une logique d'éducation de nos clients, d'accompagnement, de formation, etc. depuis le début. Mais cet inbound, il ne doit pas être pour nous que digital. Je te disais, je veux pas avoir cette dépendance à Google forte, et qu'on peut mixer du digital et de l'offline. Et c'est pas l'avenir du digital que du livre, mais c'est complémentaire, et que dans le parcours d'achat de nos clients, qu'on souhaite être des marketeurs investis dans leur travail, des directeurs marketing investis dans leur travail, qui veulent faire des choses bien, qui veulent faire un marketing qui enchante, qui séduit, etc. Ben, ces gens-là, c'est des gens qui vont lire des articles de blog, mais c'est aussi des gens qui vont acheter des livres pour comprendre. Et moi, je considère que pour 100 livres vendus, dans ces 100 livres, on a un client d'atelier. Et ce client d'atelier, pour 2 ateliers vendus, va être un client de programme. Et donc, au-delà des 39 € qu'on gagne sur un livre, enfin que la Fnac gagne sur un livre et dont il nous reverse un petit peu, etc., on va gagner de l'argent parce que un atelier à 5 000, si sur 100 livres vendus, il y a un atelier à 5 000, bah, on gagne 50 € de plus par livre. Et si sur 2 ateliers vendus, il y a un programme à 50 000, on va gagner 250 € de plus par livre. Et donc, un livre, plutôt que rapporter 39, on rapporte 339. Et parce qu'on est d'accord que c'est plutôt un business qui est à l'équilibre, l'édition de bouquins. Ah ouais, on Par gagne contre, ça permet. avec ça.
Ouais. Par contre, ça permet de faire. C'est un peu la suite logique aussi pour nous là. On était sur les webinaires, les livres blancs, tout ça. Tu vois. On attaquait beaucoup plus tard que toi le l'inbound marketing. Et la suite logique, ça sera de faire un livre. Bah, Peut-être avec toi. je connais une très bonne maison d'édition et je t'invite à nous parler De qualité. Et on sera ravis de te publier et de faire en sorte que ce bouquin vous permette d'avoir des nouveaux clients. Bon, on doit vous laisser, on est quand même Merci Gabriel. Merci beaucoup Julien, c'était hyper intéressant de partager tout ça. Merci à vous tous d'avoir suivi. Finalement, on était plus nombreux que le nombre d'inscrits, ce qui est sympa. Original. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, comme je vous le disais, pour 2 webinaires. Le jeudi à 10h avec nos clients. Et on va faire parler des clients autour de notre organisation, autour de la qualité de nos services et puis autour de la façon dont on bosse et de nos méthodes. Et puis vendredi, je crois qu'on parle, si je me trompe pas, de marketing RH. C'est le 3e webinaire sur le livre 3 méthodes marketing pour les RH. Et on va aborder le dernier sujet qu'on n'a pas adressé, à savoir la marque employeur. Merci à tous. À la semaine prochaine. Salut, bon week-end. Salut. Ciao.